Bonjour, bienvenue sur le podcast du temps perdu. Bonjour, cette semaine avec nous, Doki Doc. Comment ça va, Doki Doc? Bah écoute, ça va, bonne année. Bonne année 2021, pleine de jeux, de cartouches de jeux, de disquettes, de choses modernes comme ça, Ouais, de tout ça. PS5, de Xbox et tous ces Il y en aura dans les nouveaux magasins, matériels peut-être, qui ne sont pas disponibles qui ne sont en pas magasin, disponibles. exactement. Alors cette semaine, on va parler de OST, de bande originale, Mhm. de musique. Oui, Et donc tu nous as fait une sélection, en gros, si je comprends bien, une sélection des meilleurs morceaux de cette année 2020 qui vient de Mhm. passer. Alors tu as commencé ta sélection avec un titre tout compte fait assez classique, mais qui a été refondu, qui a été rejoué, qui s'appelle Final Fantasy VII Remake. exactement. Donc, le but là, voilà, de ce podcast aujourd'hui, c'est pas du tout de parler des jeux en eux-mêmes. On en a déjà parlé pour certains, on en Exactement. reparlera sûrement à l'avenir pour d'autres. Là, c'est vraiment de s'attacher sur la bande son. Donc on va croiser comme ça des grands noms du jeu vidéo, mais également peut-être des un peu moins connus. Et là, on commence avec du lourd tout de suite, qui est Final Exactement. Fantasy VII Remake, qui est sorti donc en mars 2020. Bien entendu, le compositeur principal est Nobuo Uematsu, qui s'est attablé sur pas mal d'épisodes de la franchise Final Fantasy. Ce qui a plu dans cette refonte en fait musicale, c'est que c'est pas une modernisation ou une revue de toute l'OST, qui est déjà extrêmement connue dans le milieu du jeu vidéo, comme une des plus mythiques en fait de ce média, mais plutôt une réinterprétation avec des orchestres philharmoniques, avec une meilleure qualité de son aussi. On se rappelle quand même que la première mouture de Final Fantasy était sortie sur PS1, donc le domaine technique était un petit peu plus restreint pour pouvoir sortir une bonne OST. Plus limité, oui. Exactement, là on voit qu'ils se sont fait plaisir, hein. Ils ont même mis des envolées lyriques, énormément d'orchestration, il y a un moment de morceaux aussi. Il faut savoir que l'OST complète normalement de tous les Final Fantasy VII Remake, parce que je vous rappelle que c'est 3 épisodes, pour le moment on n'en a qu'un seul, va compter plus de 150 morceaux. Donc là on n'en a pas là, hein. On n'a pas 150 morceaux, mais concrètement ça va être quand même quelque chose qui serait très pléthore. Et là on a déjà un niveau de qualité quand même très fort, puisque pour rappel il a été élu meilleur OST au Video Games Award là en fin d'année 2020. Et pour moi c'est tout à fait mérité en tout cas. Alors, si on regarde, hein, il s'agit donc de l'OST de Final Fantasy VII Remake, sorti sur PlayStation en 2020, si je ne me trompe pas. Exact. Le remake de Final Fantasy. La question que l'on se pose, c'est est-ce qu'il s'agit des morceaux originaux rejoués note à note et réorchestrés, ou est-ce qu'il s'agit des fois de nouvelles interprétations, de nouvelles pistes? Comment ça se situe? Alors pour beaucoup il s'agit vraiment du même morceau qu'on a réarrangé en orchestre philharmonique, parce que pour beaucoup c'était des sons électroniques. Donc voilà, c'est une réécriture en fait de la partition originale. Il y a quelques modifications sur certains morceaux, mais c'est juste pour donner un peu plus de profondeur, parce que là concrètement, sachant qu'en plus c'est le même interprète, enfin c'est le même compositeur, pardon. Donc on peut se dire c'est ce qu'il avait voulu peut-être faire au moment où la première écriture en 80, dans les années 90, 91 je crois, non 98 excusez-moi, et qui n'avait pas pu faire à ce moment-là pour des contraintes techniques. Là on sent en plus que très souvent il a joué en concert ces morceaux, donc il a pu vraiment s'appuyer sur ce passé également en concert en public pour vraiment nous sortir une BO très qualitative. Donc on va avoir un peu de tout. Mais l'important vraiment quand on écoute, c'est qu'on a vraiment le matériel de base qui est présent. On le reconnaît, on reconnaît les titres, on reconnaît les morceaux. Dès les premières notes, on retrouve ce qu'on avait connu quand on avait joué au jeu sur PlayStation 1. Il n'y a pas de réinterprétation style je vais tiens ce morceau-là je vais le mettre en rock, ce morceau-là je vais le mettre en pop, pas du tout. On est vraiment sur l'esprit original. Il y a extrêmement respect sur le matériel de base. D'accord, ok.
Donc intéressant. Alors, moi, les OST de Final Fantasy, j'ai l'impression que les morceaux originaux de Final Fantasy VII avaient déjà été rejoués il y a quelques années par Mhm. des orchestres symphoniques et mis à disposition sur les plateformes type Spotify, etc. En tout cas, c'est là, moi, où j'avais eu accès à ces morceaux. Oui. Euh, Est-ce que tu sais si ça se différencie, cette nouvelle mouture se différencie de ces réinterprétations classiques avec orchestre qui avaient déjà été publiées, ou est-ce qu'on est dans le même esprit et que c'est peaufiné, la formule est juste peaufinée, quoi? Oui, on en est dans le même esprit, puisqu'il y a ce travail, D'accord. il avait déjà commencé. Enfin, le Final Fantasy VII Remake, ça fait un bout de temps qu'il était en développement. Et on sait très bien que voilà, Uematsu, il a testé déjà en public, il s'est permis de tester en public son petit bébé. Et on va Avant être le sur la Covid, même. ça. Exactement, oui, oui, là voilà. Bah, de toute Ouais. façon, oui, ça n'avait pas de choix. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on va se rapprocher des concerts philharmoniques qu'on pouvait avoir, parfois que sur les Final Fantasy, d'autres des fois c'était au milieu de concerts sur le jeu vidéo en général. Et on va se rapprocher de cette qualité-là, avec aussi bien d'ailleurs de l'orchestration avec seulement des instruments, mais également des chants, ce qu'il n'y avait pas forcément sur la BO originale, hein, puisque Oui, bah, en effet, ouais. techniquement, encore une fois, on était limité. Là, on va avoir des accompagnements de chants lyriques, etc. Mhm. Ce qui, encore une fois, donne vraiment une profondeur pour moi au jeu. Euh, on va avoir des passages vraiment mythiques qu'on retrouve, comme je l'ai dit, on va avoir vraiment un respect du matériel de base, et c'est ça qui a plu aussi, c'est qu'on redécouvre parfois certains morceaux par cette réorchestration là, et on se rend compte vraiment du travail qui avait été fait à l'époque, et que bah, ça n'a pas vieilli d'un iota, quoi. On est toujours sur une Mhm. qualité qui aujourd'hui parle encore une fois aux joueurs, mais également en dehors du jeu vidéo, parce que ça reste quand même des grands morceaux, quoi. Et puis, tout ça paraît logique puisque le jeu en lui-même, Final Fantasy VII Remake, est donc un remake, hein, donc une réinterprétation graphique et même du jeu original, donc en 3 parties, comme tu l'as dit. Mhm. On a juste eu la première pour le moment. Donc il paraissait logique, hein, en fait, hein, d'avoir aussi la partition qui soit réévaluée, remise au goût du Exact. jour. Et je crois même que tu as acheté le vinyle, non? Oui, exact. Il y a un vinyle, alors qui Il y a un comprend vinyle pas qui est tous les sorti, donc qui est morceaux, mais disponible. oui, oui, il est Ouais, disponible sur dans tous les magasins. C'est un vinyle collector qui est sorti fin 2019, donc juste avant la sortie du jeu, puisque de toute façon des morceaux d'accord. avaient déjà commencé à aller à droite à gauche sur Internet. Et c'est un vinyle Ouais, collector qui permet de reprendre aussi bien. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un vinyle où il y a un vinyle. C'est les morceaux du remake, donc réorchestrés, etc. Et l'autre côté, ouais. on retrouve en fait les morceaux originaux. Et donc ça permet de faire une D'accord. comparaison. Ah, très Et bien c'est là d'avoir qu'on la arrive. comparaison. Ouais. Exact. Et c'est là on voit vraiment le travail qui a été fait. Puis Plus c'est intéressant comme vision, puisque la musique classique, puisqu'il s'agit ici de Hmm. musique dite classique, Oui, alors avec essentiellement, oui. toutes les parenthèses qu'on peut mettre, tous les guillemets qu'on peut mettre, pardon, Oui. sur le mot classique ici. Mais la musique classique étant une musique comparative, je trouve qu'il est intéressant qu'ils aient glissé en effet les morceaux originaux pour Ouais. pouvoir justement Même, faire le la- parallèle entre les deux. Même le Ouais, design des c'est vinyles bien. reprend l'ancien design dans les années 90 et voilà, graphiquement retravaillé là. C'est un très bel objet. Et que je vous D'accord. conseille. Et sinon, après, de toute façon, vous retrouvez les morceaux sur toutes les plateformes, également sur Internet, sur YouTube, sans problème pour vous faire un avis. J'ai essayé de vous faire un petit montage avec, Ouais. avec en premier lieu toujours la musique d'intro de Final Fantasy qui est mythique, qui rappelle, enfin qui est même devenu l'emblème audio de Final Fantasy. Et ensuite un exemple d'une musique un peu plus rythmée pour que vous puissiez vous rendre compte vraiment de la différence et du travail qui a été fait. Ok, bah, on se retrouve juste après alors. Oui, tout à fait.
Alors de retour sur le podcast du temps perdu pour une deuxième sélection de la part de Doki Doc cette semaine. Et cette sélection, il s'agit pour cette sélection de Ghost Runner. Alors un jeu de saut, d'escalade Alors de course. dans un univers C'est cyberpunk ça. et de turbo kill sorti sur Xbox, PS et même Switch cette année. Exact. Moi j'ai joué sur la version Switch personnellement, Mhm. qui était très bien. Alors en quoi l'OST, la bande originale, t'a plu? Alors déjà, donc pour rappel, c'est oui, comme tu disais, c'est un jeu de plateforme roguelite dans un univers cyberpunk. On va avoir un interprète Daniel Deluxe, qui est un compositeur russe d'électro essentiellement, Ouais. et qui, comparativement à ce qu'il fait d'habitude, parce que j'ai un peu écouté en même temps que je préparais ce podcast, a réussi en fait à reprendre l'essence du cyberpunk, mais avec ce qu'on appelle la retro wave, c'est-à-dire d'imbriquer des morceaux peut-être avec des sonorités un peu plus anciennes, type années 80, années 90, dans une ambiance qui se veut futuriste. Donc on va avoir une des OST qui colle le plus au domaine du cyberpunk. Et c'est ça en fait qui m'a plu. C'est très éclectique. On va avoir, alors le jeu fait que c'est forcément des morceaux un peu dynamiques, hein. On va pas avoir de mélodie ou de balade. Par contre, on va avoir une action enfin, l'action va vraiment être en raccord avec le rythme de la musique Oui. pour vraiment essayer d'aller encore plus loin dans le côté. Alors c'est bizarre de dire ça, mais la musique donne encore un côté encore plus roguelite en fait au jeu. C'est-à-dire qu'on va Ouais. avoir des moments où on sent qu'on arrive à un moment où ça va être dur, quoi. Parce que la musique d'un seul coup se durcit. Et on sait que là, attention, c'est pas fini. Il va y avoir des choses qui vont arriver. On va devoir encore sauter à droite à gauche. C'est quand même assez. Oui, assez... Vas-y, je t'ai- c'est vrai, c'est un vrai travail moi en tout cas quand j'ai joué au jeu, c'est un vrai travail de musicien, mais spécialisé jeux vidéo. Mm. C'est-à-dire que la musique n'est pas juste là pour illustrer, elle accompagne et même elle détermine en fait, juste par elle-même en fait les différentes séquences. Oui. Et en ça, c'est pas si courant en fait d'avoir un travail aussi pointilleux fait là-dessus. D'habitude, souvent, il y a beaucoup de musiques qui sont juste là pour meubler en fait derrière. Mais là, vraiment, on a une musique qui est collée à l'action, collée en fait au déroulé de la partie. Et ça, c'est très appréciable. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai apprécié. Mm. Et c'est vrai, oui, tu as raison, les moments de tension sont vraiment là. Ils sont clairement affichés, légèrement en avance. On sait que, en effet, l'arène où on se trouve va être beaucoup plus compliquée. C'est déjà un jeu Donc, qui est oui, assez moi, très compliqué bon de choix. base, mais alors la musique Oui, le fait jeu que est pas simple. ça ambiance un peu plus le côté roguelite, comme je disais, et on sait qu'il y a un moment où on va être un peu plus chill. Voilà, ça va être peut-être pour découvrir une nouvelle capacité ou des choses comme ça, et puis d'un seul coup, la musique s'accélère. Et on va se dire, ok, là en gros, il va falloir que je mette en pratique très rapidement ce que j'ai appris juste avant. Et de la même manière, la musique nous annonce aussi un petit peu si on n'a pas oublié quelque chose. C'est-à-dire qu'on va avoir. C'est un jeu très punitif. Donc si on oublie un ennemi ou qu'on saute du mauvais côté, on recommence le chapitre. Là, par la musique, on sait si on a oublié quelque chose ou pas. C'est-à-dire qu'on va arriver à un moment sur une plateforme, on se dit, bah, là normalement j'ai fini, mais j'ai pas d'animation et la musique reste la même. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que j'ai loupé. Là, généralement, on recommence le chapitre parce que revenir en arrière est quasiment impossible. Mais ça va donner un indice. Et c'est ça qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on va... Contrairement à ce qu'il a fait dans Desync, qui est un autre jeu dont il a fait l'OST, notre ami Daniel Deluxe, Desync, c'était vraiment la même OST de bout en bout. Quoi qu'il se passe, on avait à peu près la même rythmique. Là, on voit qu'il s'est vraiment attaché à conserver l'effet très dynamique, très punitif aussi. On va avoir des sons très durs, très forts du jeu, et c'est ça qui la met vraiment en avant, en tout cas pour moi cette année. Alors, est-ce que, petit troll, est-ce que c'est pas la véritable OST du vrai jeu Cyberpunk de cette année? Je m'y attendais un peu. Ça fera l'objet d'un autre podcast, que là, on partira dans des discussions qui dureraient très longtemps. Ça marche. Mais en effet, si en effet une bande originale d'un titre Cyberpunk que vous devez retenir pour l'année 2020, oui, je vous conseillerais à ce moment-là celle de Ghost Runner. Voilà. Ouais, parce que en creux, on a déjà parlé de Cyberpunk sur cette émission, mais en creux, le jeu ne m'a pas, pour tout vous dire, pas vraiment plu. Et la musique non plus.
hein. Mm. C'est-à-dire que la musique, je l'ai trouvée complètement impersonnelle sur Cyberpunk, enfin, en tout cas pas au niveau de ce qu'on pouvait en attendre. Là où Ghost Runner, je trouve plutôt une bonne surprise sur l'ensemble, que ce soit le jeu ou sa BO. Mm. Donc tu nous as réservé un extrait? Exactement, un extrait donc de la BO qu'on retrouve très rapidement dans le jeu, hein, parce que c'est un des thèmes principaux dès le début du D'accord. jeu, et ce qui vous laissera Ok. apprécier le style musical qui nous est proposé. De retour sur le podcast du temps perdu avec Doki Doc pour une 4e sélection de bande originale Une, de une jeu troisième, ça de cette année suffira. Une 2020. troisième, Une tu avances trop troisième, vite. une troisième, pardon. Y a pas de Non, parce qu'on n'est souci. pas d'accord sur la troisième, je crois que c'est pour ça. Il veut Mais passer tout de suite à la donc, quatrième. Doki Doc, tu as choisi en exclusivité, rien que pour toi, Doom Eternal. Ah, rien que pour moi. Non, je veux dire, il a quand même été sélectionné parmi les meilleurs OST de l'année. Je veux dire, on a quand même Mike Gordon encore aux manettes. Non, on peut pas dire qu'il y a que moi. Je veux dire, l'OST est quand même très reconnu. Mais oui, je peux comprendre que ça ne plaît pas tout le monde. On va retrouver en fait Mike Gordon, donc, qui est un auteur-compositeur australien, qui est très connu surtout pour les jeux type FPS de Bethesda. Donc on va avoir la série des Doom, mais également des Wolfenstein. On va avoir un style plutôt assez métal, hardcore, mais qui va très bien avec les styles du jeu, donc c'est normal. Il avait déjà participé à l'OST du remake de Doom en 2016, du Doom 2016. Il avait d'ailleurs gagné le prix des Video Game Awards pour la meilleure OST. Qui était très bien. Qui était très bien. Là, le jeu était très bien au global d'ailleurs. Le jeu était très bien aussi. Là, on va le retrouver de nouveau, donc en manette de l'OST. Ouais. On va retrouver le même style de composition, avec parfois quelques petites nuances électro sur certains passages, mais qui collent en fait à l'ambiance de certains niveaux. Donc c'est quelque chose qui est assez nouveau en tout cas par rapport à l'OST de 2016, mais qui est raccord pour moi par rapport au jeu, donc ça ne me dénote pas. Après, c'est un style spécial, je l'accorde. Disons qu'avec ça, si vous voulez rendre sourds vos voisins, c'est facile. Vous mettez ça à fond chez vous, et je pense que les murs au bout d'un moment tombent, donc vous avez un agrandissement du salon et un voisin en moins avec des oreilles qui saignent. Mais c'est ce qu'on recherche aussi quand on joue à Doom. Exactement. On va être très clair, Doom sans une OST de ce type-là, c'est pas Doom. Voilà. Oui, on voit pas Doom Eternal avec la partition de Final Fantasy VII. Non, voilà. Néanmoins. On peut, mais bon, ça serait spécial. Néanmoins, cher Doki Doc, je m'insurge contre cette sélection, voilà, mais c'est la tienne, donc j'ai pas le choix. Oui, on peut en effet avoir du métal et du rock pour Doom, et tout à fait, ça convient parfaitement. Autant faudrait-il que cette partition soit bonne. Je la trouve un peu platounette. Je trouve pas les thèmes spécialement intéressants. Je trouve pas qu'il y en ait qui ressortent spécifiquement. Je ne trouve pas non plus que ça, de la manière d'un Ghost Runner, que ça souligne particulièrement l'action. Je trouve qu'on a un tapis de guitare non-stop sur le jeu qui, je trouve, noie un peu le poisson. En tout cas, noie le propos. Mm-hmm. Et enfin, un problème qui pour moi est un problème à la sortie du jeu. La compression appliquée à la bande originale sur le jeu était juste catastrophique.
C'est-à-dire que en gros, pour faire vite les choses, d'ailleurs le studio l'a reconnu à la sortie. En fait, en gros, la bande originale a été trop compressée. Juste pour dire, en gros, on est passé d'un son studio à un son MP3. C'est pour essayer de vous faire un raccourci. Et donc c'était juste insupportable. Moi j'ai lancé le jeu, je joue au casque, j'ai failli me casser et les tympans et les oreilles et me frapper la tête contre le mur Mais c'est pour le éviter but, ça. C'était un c'est massacre. le but. C'est le but de cette Non, OST. C'est ça que tu non, n'arrives le pas à but c'est de comprendre. survivre aux aliens et pas forcément de mourir Mais dans son si, salon. Donc si, c'est ça, c'est de saigner en même temps que tu fais saigner les démons. C'est ça le but voilà. de cette OST. Oui. Bon, voilà, donc je la trouve pas très bonne, je la trouve pas originale, et en plus je trouve que la masterisation et puis le rendu final sur les supports de jeu plutôt Oui. raté. Donc je ne partage pas voilà, on n'est pas d'accord, mais c'est très bien, et puis c'est aussi un peu l'objectif de ce podcast. On l'a néanmoins maintenu, vous voyez, j'ai failli faire l'impasse dessus. Ouais, c'est ça. Néanmoins, pour vos petites esgourdes et pour le plaisir, donc un extrait de cette OST de Doom Eternal tout de suite. Ouais, Maintenant. voilà. Baissez le son pour les âmes sensibles. Baissez le son, s'il vous plaît. Vous êtes toujours sur le podcast du temps perdu pour cette sélection de bandes originales de jeux. Et on attaque cette fois la véritable 4e sélection de cette liste. Et tu nous as sélectionné, Doki Doc, The Last of Us Part 2. Exactement. Donc, pour moi, le grand jeu de l'année 2020. Donc, après, les goûts et les couleurs, c'est différent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'OST fait vraiment l'unanimité au niveau de sa qualité. On va retrouver Gustavo Santaolalla. Alors, j'ai du mal à le dire, j'ai jamais réussi. Donc, excusez-moi pour les puristes argentins, parce que c'est un compositeur argentin. Et McQuail aussi, également, cette année, sur cet épisode, du moins. Pour rappel, voilà, Gustavo Santaolalla, c'est un compositeur donc argentin. Il est spécialisé dans les bandes son, que ce soit de films mais également de jeux vidéo. Par exemple, il a gagné un Oscar avec Le Secret de Bob Mountain, donc on ne sait pas n'importe qui sur le milieu de l'OST et de la bande originale. Il est très connu pour tout ce qui est riff de guitare, donc avec des instruments très classiques, très acoustiques, avec des instruments également de son pays. Et il arrive à faire passer, c'est ça qui est intéressant dans son travail, c'est qu'il arrive à faire passer énormément d'émotions avec juste quelques notes. Et c'est ça d'ailleurs que nos amis de The Last of Us, les développeurs, ont recherché. C'est pour ça qu'il avait engagé déjà sur le premier épisode. Il arrive avec une mise en scène vraiment au poil dans le jeu, de rajouter encore parfois de l'émotion et parfois même en décalage avec ce qui nous est montré. Ce qui permet toujours d'avoir un moment de doute sur ce qui nous est montré et de montrer qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. McQuail, excusez-moi, c'est un Américain. Il est surtout connu pour ses musiques j'appelle ça des musiques d'ambiance ou de fond. C'est-à-dire qu'on va pas avoir de mise en avant forte. Il n'est pas là pour montrer de l'émotion, il est plus là pour accompagner la mise en scène. Et par exemple, il a gagné un Emmy Awards avec des morceaux dans la saison 1 de Mr. Robot, une excellente série d'ailleurs que je vous conseille.
Donc il est moins connu, moins présent également sur l'OST, mais on va avoir des passages forts en émotion où on va retrouver juste en musique de fond vraiment son travail. Et l'OST a été sélectionné pour les Video Games Music Awards, donc tout comme le premier épisode, qui de mémoire a gagné l'année de sa sortie également pour l'OST. On va être dans la même lignée, hein, parce que le but c'est d'avoir une continuité dans l'histoire, donc on va avoir la continuité également dans l'OST. Malgré tout, on a toujours une qualité très forte et voilà, des riffs de guitare qui arrivent parfois à remplacer des choses qui peuvent être chantées. C'est pas souvent qu'on en croise, et là on en croise, enfin du moins dans le jeu vidéo, et là on en croise, et malgré tout ça se met pas, il n'y a pas de mise en avant par rapport à l'action qu'on voit, par rapport au dialogue des personnages. Vrai, ouais. Et c'est ça qui est vraiment très fort. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été mis en avant dans les différents prix et autres salons. C'est que encore une fois, vous allez retrouver vraiment une continuité avec des riffs qui sont très poignants, parfois qui vont accentuer certains côtés malaisants, certains côtés de tristesse. Et enfin voilà, pour moi l'OST est indissociable du jeu. On disait tout à l'heure par rapport à Doom, c'est normal qu'on ait ça, mais là on est encore plus loin. C'est que parfois on a l'impression que certaines scènes mises en scène ont été ont été fabriquées avec l'OST en même temps. Je sais pas comment ils ont fait, j'ai pas les détails, mais on sent vraiment qu'ils sont attachés à respecter vraiment la rythmique. Ou alors Gustavo Santaolalla a lui décidé de respecter la rythmique aussi du dialogue, mais en tout cas il y a une fusion qui se fait et qui est vraiment indissociable pour moi. Ouais. Alors après, la guitare et le monde des zombies au global, hein, parce que pour parler en général, c'est souvent l'instrument fétiche, hein, dans ces cas-là. En effet, alors c'est vrai qu'il y a un lien entre le jeu et la BO. D'ailleurs, ça prouve quand même l'attachement des développeurs, Naughty Dog, et puis du compositeur, et du lien qu'ils ont pour cette musique, qui n'est pas juste là, en effet, pour illustrer. Elle est là à la campagne. C'est un acteur du jeu, en fait. D'ailleurs, pour lui rendre hommage, ils l'ont numérisé dans le jeu. On peut le croiser au début du jeu. Gustavo, ah oui, là, je savais pas. Exact, ouais. Il est en train de jouer une petite partie de guitare dans un coin du village. Ouais, ça c'est marrant. Ouais, c'est très bien, très classe, et en effet, ça ne couvre pas, c'est toujours là en soutien, mais un soutien intelligent, avec des moments intenses, des moments de repli. Ouais, très bien. Et donc un extrait de cette bande originale de Last of Us Part 2, tout de suite par Doki Doc. De retour sur le podcast du temps perdu pour une 5e sélection de notre ami Doki Doc pour ses meilleures bandes originales de l'année 2020. Alors je m'inscris en faux. C'est pas moi. D'accord. Là, moi j'étais complètement passé à côté de celle-ci. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je dois donc m'attribuer. Voilà. Rendons à César ce qui est à César. Voilà, c'est grâce à toi. J'ai confondu le 5 et le 6, mais c'est pas grave, j'ai du mal aujourd'hui, c'est la reprise. C'est pas grave. Donc la 5e, alors j'ai peur de mal le prononcer, mais Heaven. C'est tout à fait ça. Heaven, jeu, il me semble français, je peux dire des bêtises. Oui. Je peux en grande partie.
en grande partie Ouais. français, avec des financements du CNC, je crois, etc. Mhm. Et un jeu un peu particulier avec un interprète et en tout cas un compositeur bien particulier, puisqu'il s'agit de Danger. Exactement, donc l'interprète, le compositeur, producteur français, hein, de son vrai nom Franck Oui, Rivoire, qui est exactement. spécialisé dans l'électro synthwave, et il avait déjà travaillé avec Gamesbreaker, qui est le développeur, hein, du jeu, sur l'OST de Fury, qui est une excellente OST. Que je vous conseille très fortement. Donc, contrairement à l'OST de Fury, qui mêlait plusieurs artistes, l'OST par contre de Haven est intégralement faite par Danger, et on retrouve, Oui, on retrouve tout son travail dans ce, dans cette, comment dire, ces titres qui s'enchaînent. ouais, Euh, exactement. comme je l'avais dit là il y a quelques minutes, moi j'étais complètement passé à côté, malgré que j'ai fait le jeu. Je l'ai pas fini, mais j'ai fait le jeu. J'étais complètement passé à côté. Et c'est quand tu me l'as dit, en disant bah, attends, j'espère que t'as mis Even, t'as vu l'intro, etc. J'ai fait attends, j'ai dû louper un truc là. Qu'est-ce qui se passe? Et donc du coup j'ai été sur plateforme de streaming qu'on connaît, hein, Spotify, etc. Et en effet, j'ai découvert en fait l'OST, qui m'avait complètement laissé de côté lorsque je jouais. Alors je ne sais pas pourquoi. D'habitude c'est quelque chose où je suis très attentif. Et là, j'étais passé complètement à côté. Et en effet, c'est une OST qui est très bonne, qui est vraiment excellente. De toute façon, si vous aimez Danger, vous allez aimer cette OST parce que c'est vraiment lui, quoi. Il n'y a pas. Ouais, c'est lui. Alors, Danger, pour ceux qui ne sauraient pas qui c'est, en fait, c'est un artiste du nord de la France qui a connu ses débuts à l'époque, des débuts de Yoksek, en gros, hein, pour la scène Mhm. électro-française, et qui a accompagné ses débuts, que personnellement j'avais un peu depuis oublié. J'avais pas vu de choses vraiment qui m'avaient marqué depuis quelques années. Je suis très surpris en fait de le revoir aujourd'hui sur des OST. Euh, alors le jeu est un peu particulier, c'est un jeu entre le jeu contemplatif, le jeu d'action quotidien, sur la relation amoureuse de deux personnages. Mhm. Alors moi le jeu ne m'a pas plu, hein, je préfère dire les choses, C'est voilà. pas mon jeu préféré de l'année Néan- non plus. non, 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 enfin, en tout cas ça ne me convient pas, tout Mhm. simplement, hein, je comprends qu'il y a un public et j'ai pas de problème. En revanche, l'OST vous attrape tout de suite dès l'intro du jeu. Le jeu démarre et tout de suite, la partition de Danger est là pour vous happer tout de suite. Euh, L'intro est complètement dingue en fait. C'est ce que j'ai Mais que c'est j'ai ça, retenu en fait au c'est ça, départ. c'est ce que Et tu m'as envoyé. c'est absolument génialissime. Donc à écouter, vous pourriez sûrement, je pense, la retrouver sur YouTube, hein, sur des extraits, Oh oui, etc. En tout oui. cas, on va vous en Je passer mettrai un des extrait liens juste après. dans les descriptions pour que vous puissiez retrouver les différentes Ouais. OST. Et le jeu, en fait, mélange histoire, bref, l'histoire amoureuse de deux personnages et une espèce de chara-design un peu japonais, Mhm. japonisant. Et en fait, on retrouve un peu tout ça dans cette bande originale de Danger, c'est-à-dire une électro bien européenne, mais avec des sonorités japonaises très subtilement glissées, en fait, un peu partout, ou asiatiques en tout cas. Et en fait, ça fait un mélange vraiment fun. Hyper luxuriant en termes de musique. Enfin, ça envoie partout en fait des sons. C'est très chaud, c'est très agréable. Et on va avoir Voilà, en aussi tout cas des une bonne moments, surprise, hein. ouais, et on va avoir aussi des moments plus chill. C'est ça qui est intéressant, Oui, c'est qu'on va avoir des moments où, comme tu l'as exactement. dit, qui vont envoyer quand même Mm. au niveau du son, Du mais aussi tempo, voilà du du son, ouais. tempo, du son. Mm. Et on va avoir des moments plus chill parce que dans le jeu, on va avoir des moments un peu plus intimistes dans le couple. Et là, on retrouve une espèce de petite balade, electro wave, on s'attendait pas forcément, et néanmoins en tout cas, ça passe très bien dans l'OST, quoi. C'est ça qui est, Ouais, qui est ouais, important. ouais, très très bien. Et alors ces partitions un peu chill, un peu dans le tempo, etc. sont plutôt surprenantes parce que moi personnellement, Danger, je le connais pour ce son qui tabasse, ce son de club, quoi, hein, très fort, d'espèce d'électro-rock, un peu à la Justice, mais sous testostérone. Mhm. Euh, et alors là, vraiment, c'est une belle surprise, en fait, sur toute la ligne, d'un point de vue mélodique, d'un point de vue justement des enchaînements qui sont down tempo, up tempo, enfin voilà, une vraie surprise. Et on vous en fait écouter tout de suite un morceau et on se retrouve juste après.
Vous êtes toujours sur le podcast du temps perdu et on attaque, j'espère ne pas me tromper cette fois, la sélection numéro 6 de Doki Doc pour ses bandes originales de l'année 2020 Mhm. et on va parler de Hades. Eh oui, Hades, encore et toujours, la star de la Ouais, fin d'année, ça de toute revient façon. souvent. Ouais. Sorti le 17 septembre 2020 sur PC et Switch. Il est attendu sur console en 2021, mais bon, pour le moment, il n'y a pas de date de prévu. Alors, oui, sur autre console que Switch. Oui, exactement. Oui, voilà, exactement. Ouais, exact. Mm. L'interprète, c'est Darren Korb, qui est un Américain et qui est connu en fait pour avoir travaillé essentiellement avec Supergiant Games, donc qui est le développeur de Hades. Il a travaillé sur Transistor, sur Bastion, sur Pyre, qui sont déjà des jeux reconnus pour leurs OST. Là, on va avoir une OST qui va coller au thème de tout simplement l'Antiquité grecque. Donc avec une instrumentalisation, on va dire assez classique, avec on va retrouver des harpes, on va retrouver des instruments acoustiques, etc. Ce qui a sauté aux yeux en fait du public lors de l'OST, la présentation de l'OST, c'est qu'on va Hades, c'est un jeu d'action. D'accord, c'est-à-dire qu'on va avoir Oui. énormément de choses à l'écran qui vont apparaître, on va avoir des moments plus ou moins dynamiques également à l'écran, et l'OST en fait va arriver à s'accorder très facilement dans l'action de ce qu'on voit à l'écran. On va avoir même parfois des passages avec du lyrisme, avec des chants. Par exemple, je reprends les chants de Ridis ou d'Orphée, qui vont vraiment complètement casser l'aspect ultra dynamique, et c'est un roguelite, donc avec de la difficulté également. On va avoir ça qui va casser, mais qui va donner un moment de respiration en fait au jeu. Enfin, je voudrais quand même pas croire que je voudrais pas que notre auditoire croit qu'il s'agit d'une orchestration de type Grèce antique. On est quand même Non. globalement sur une ambiance que je qualifierais peut-être un peu à la Diablo 2. Je me permets ce raccourci. Mais il y a ces nappes de guitare, ces nappes de guitare acoustiques, mêlées en effet à des sons type un peu de harpe, etc., mais qui sont quand même très vite couvertes par des guitares métal qui appuient le jeu. Enfin, il faut quand même revenir quand même à quelque chose de plutôt concret là. Donc on est sur une BO très dynamique en effet, et où chaque scène d'action en effet, un peu à la manière de Ghost Runner dont on parlait juste avant, où chaque action est soulignée, où chaque moment de calme est souligné aussi, à chaque fois par une bande originale que j'adore. Personnellement, j'y vis beaucoup de temps à l'apprécier. Alors, pourquoi ? Parce que aussi j'ai joué des dizaines d'heures à Hades. Alors, c'est vrai qu'au bout d'un moment, la musique, on a envie d'écouter autre chose. Mais au final, une fois le jeu un peu posé, j'ai très eu envie d'y revenir. Et en effet, oui, le son est pas mal. C'est une BO avec de l'ampleur. Le compositeur arrive à remplir l'espace, en fait. Tout est rempli, et ça, c'est très agréable. Donc c'est une espèce de rock progressif. C'est très difficile à définir au final, et ça en fait justement un jeu et une OST très singulière au final. Enfin, moi, je trouve qu'on a du mal à trouver une comparaison, mis à part peut-être des souvenirs de Diablo 2, etc., mais qui sont lointains pour moi. Mais Oui, des ambiances comme ça, un peu lugubres. C'est un mélange Hades en fait. Hein. C'est un dessin plutôt dessin animé, plutôt enjoué au final, je trouve. Alors adulte, mais quand même assez coloré avec plein de couleurs. Et l'OST est un peu à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elle est enjouée, qu'elle est aussi pleine de couleurs. Elle sait être tonitruante, elle sait être calme. Et avec ses guitares qui reviennent tout le temps, et c'est super fort. Enfin, moi, j'adore en tout cas. Oui, c'est vrai que j'avais pas fait le comparo avec Diablo 2, mais en y repensant maintenant, alors pas le Diablo 3, parce que Diablo 3, c'est plus. On trouvera peut-être plus Volsen, hein, qu'on va pas en parler là aujourd'hui, mais en termes de BO. Mais c'est vrai que Diablo 2, on va retrouver un peu de Diablo 2 là-dedans, avec un ses petit peu. guitares. J'ai bien dit un petit peu. Hein, oui, oui, parce que après le jeu n'est pas le même, c'est sûr. Mais on va retrouver la même style, c'est-à-dire avec des styles de riffs de guitare un peu pointus. Quand je dis pointu, c'est avec du piquant en fait, qui vont nous accompagner et qui vont encore une fois vraiment s'imprégner dans les différents moments d'action, et également parfois de pause qu'il peut y avoir dans le jeu. Et c'est ça qui fait toute la force de cette OST en tout cas. Ouais. Alors, chose rigolote, hein, dans les crédits
moi j'ai topé cette bande originale sur Bandcamp. Mhm. Et sur Bandcamp, en fait, ils affichent en fait souvent des infos supplémentaires. Et en fait, les parties vocales, quelques parties vocales qu'il y a eu, etc., ont été enregistrées dans les studios Abbey Road. Alors, en dehors de l'anecdote, je trouve ça plutôt significatif qu'aujourd'hui, des bandes originales de jeux qui au départ en plus ne sont pas censés être des best-sellers. Hades doit son succès au bouche-oreille, mais il n'est pas forcément un triple A affiché avec un marketing tonitruant. Mhm. Donc je trouve ça plutôt significatif que des jeux, même mineurs entre guillemets, puissent être enregistrés dans des studios mythiques comme Abbey Road, un studio des Beatles, on va pas y revenir. Je trouve aujourd'hui c'est vraiment significatif de l'époque où, à contrario, je trouve que les bandes originales de cinéma, de films, sont plutôt pauvres aujourd'hui. On a plutôt affaire à des nappes sonores, à des bruits de fond, etc., etc. Aujourd'hui, les vraies compositions matures, intelligentes, on les retrouve, je trouve, surtout dans le jeu vidéo. Et ça, c'est à souligner. Et ce passage dans les studios Abbey Road, pour moi, est assez significatif de ça. Ouais, Voilà, c'est ma petite. Mais tu as tout à fait raison. On a une très forte, on a une explosion en fait de la qualité des OST de jeux vidéo. Alors encore une fois, il y avait le domaine technique qui bloquait sur certains points. Jusqu'à présent, on va dire qu'il y a encore 15 ans, c'était très compliqué de pouvoir intégrer une OST de qualité, une grande OST sur des jeux. L'espace nécessaire et la puissance de calcul n'étaient pas forcément présente. Aujourd'hui, on a tout à fait l'aspect technique qui est là, et donc on voit d'ailleurs que des compositeurs qui étaient présents il y a 10, 15 ans, 20 ans, 25 ans sur les jeux vidéo, aujourd'hui s'éclatent encore plus et continuent à s'éclater et nous proposent des choses un peu nouvelles. Comme tu le disais par rapport au film, le film, on va avoir de temps en temps une interaction entre la musique et l'action qui se passe, mais comme on est spectateur, on participe pas à ça. Là aujourd'hui, l'OST des jeux vidéo a besoin de faire vivre tout autant que l'action le joueur, sinon il sort. Et un joueur qui sort du jeu, c'est pas comme dans un film où il peut dire bon, je regarde à droite, c'est pas grave, je loupe rien, au pire je m'épose et je reviens après. Dans un jeu vidéo, si vous accrochez pas le joueur, s'il y a le moindre chose qui le sort en fait de cet état d'attention, c'est loupé quoi. Et le jeu ne marche pas, ou du moins il est moins apprécié, etc. etc. Aujourd'hui, l'OST fait partie vraiment de cette volonté d'intégrer le joueur encore plus en profondeur dans le gameplay, de l'accrocher encore plus. Et ça se remarque sur les dernières OST, je trouve, moi en tout cas ces 5-6 dernières années, avec aussi le développement de tout ce qui est indé, qui par leur budget misent beaucoup parfois sur des choses un peu extérieures au gameplay ou à la qualité graphique, et donc ils vont jouer sur non, tu veux dire plutôt qu'ils appuient le gameplay et ils appuient le gameplay, exactement, mais vont mettre de côté un peu la qualité graphique ou animation, mais vont dire voilà, regardez, moi ok, j'ai pas la puissance d'un calcul sur une PS5 avec du Unreal Engine, par contre je vous fais du magnifique pixel art et derrière une OST qui permet d'accrocher encore plus le joueur derrière. Et après, le gameplay fait Oui, on peut parler aussi à ce niveau-là, par exemple, je trouve qu'on a des jeux un peu similaires, en tout cas dans ce que tu viens d'exprimer, comme Katana Zero, avec la BO assez démente, et puis Céleste. Alors le jeu, je le trouve ultra difficile et un peu trop dur pour moi, mais la BO est absolument géniale. Pareil, on parle même pas de bandes originales. Hotline Miami qui... Alors Hotline Miami qui est encore plus lointain, mais qui était pour moi un des premiers jeux indés à véritablement mettre en avant sa musique, quoi. Alors toutes ces OST dont on parle, vous pouvez les retrouver évidemment sur les plateformes de streaming, mais vous pouvez aussi soutenir les compositeurs et les artistes sur des sites comme Bandcamp, j'insiste, qui reversent de manière beaucoup plus équitable les revenus, et les télécharger dans toutes les qualités et les formats que vous voulez. Voilà, mais en tout cas vous les retrouvez tous pour la plupart sur Bandcamp ou d'autres sites équivalents. Alors tout de suite, donc, un extrait d'Hades, et on se retrouve juste après pour l'ultime sélection de Doki Doc. Can rest his weary bones.
De retour sur le podcast du temps perdu avec la 7e sélection de Doki Doc. Et alors, je ne connais pas du tout. Il s'agit de Helltaker. Et tu vas donc nous parler de Helltaker. C'est ma petite surprise à la fin. C'est la petite cerise sur le gâteau. Helltaker, c'est un jeu très peu connu puisque c'est un freeware, figurez-vous, qui est sorti sur Steam en milieu d'année, vers le mois de juin 2020. Seulement sur PC d'ailleurs. C'est un puzzle game fait par une équipe de une personne. Donc ça dénote en fait le côté un peu très indé du titre. Alors je vais pas vous expliquer le jeu parce que c'est vraiment un puzzle game qu'on peut même parfois retrouver sur mobile en termes de gameplay. Hein. C'est vraiment très très simpliste. D'accord. Néanmoins, l'OST a été interprété par un groupe qui s'appelle Midseas, où on a très peu d'infos sur eux. Donc on sait pas exactement, on sait juste qu'ils se définissent comme un groupe d'électro house et psytrance. Mais alors après, je défie quelqu'un de me trouver, mis à part parfois des titres à droite à gauche, de trouver en fait un Wikipédia complet sur le groupe. Est-ce qu'il ne s'agit pas plutôt d'une personne seule, garçon ou fille, peu importe. Alors, ils se présentent comme un groupe. Quand le seul article que j'ai trouvé sur eux qui était écrit par eux-mêmes, donc par EUX ou je ne sais pas, ils se décident comme un groupe. Donc après, un groupe de 1, un groupe de 5, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont participé donc, à cette OST qui comporte 5 titres. Donc c'est pas une très grosse OST. Néanmoins, en fait, elle est plus connue que le jeu au bout d'un moment par le bouche à oreille. Elle a même été nominée au Steam Games Award dans la catégorie donc OST. Pour vous donner une idée de l'importance de l'OST dans le jeu, c'est que le jeu est freeware, mais vous pouvez très bien débourser 4 ou 5 euros pour vous offrir l'OST avec. Donc comme si en fait le jeu n'était qu'un prétexte pour mettre en avant en fait l'OST quelque part. C'est un peu c'est rigolo, c'est rigolo, le schéma inverse. Ouais, exactement. C'est le schéma inverse de d'habitude, Exact. Très honnêtement, moi je l'ai connu par hasard. J'étais tombé dessus sur une sélection d'indés sur un site anglais, je sais plus ce que c'était. Et de la même manière, autant dans l'article qui faisait peut-être 3 ou 4 paragraphes, il y avait un paragraphe sur le jeu en lui-même. Je vous dis, c'est vraiment quelque chose de classique. Et par contre, les 3 autres, c'était sur l'OST et la qualité de l'OST, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et donc, je me suis intéressé. Et je confirme, l'OST est très bonne. On est sur de la synthwave, alors vraiment basique cette fois. Hein. On n'est pas du tout sur des choses plus travaillées qu'on pourrait pas avoir avec Danger ou autre. On est vraiment sur de la synthwave pure et dure. On sent le pixel jusque dans l'OST, tu vois. Là, on sent le vraiment. Mais c'est vraiment, vraiment bien fait. Et en fait, cet OST-là nous accompagne tout au long du jeu, qui est pas long en plus, hein, qui est un puzzle game casse-tête. Et en fait, rien que pour l'OST, en fait, on dirait, on dit attends, je vais retenter quand même, parce que puis en plus la musique est sympa. Donc en fait, c'est une OST qui nous accroche plus que le jeu en lui-même, qui reste dans la tête surtout. Et je trouvais ça marrant de vous faire découvrir là, parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans le domaine du jeu vidéo, et c'est un peu un extraterrestre, un ovni sur Steam. C'est une OST qui est mis en avant par un jeu et pas le contraire, quoi. Donc ça vaut le coup. Ouais. Est-ce qu'on pourrait pas retrouver aussi, alors parce qu'on peut pas mettre toutes les sélections et que le podcast peut pas faire 2 jours, mais on aurait pu parler dans ce même principe-là de Tetris Connected, peut-être. Sauf qu'il n'est pas sorti en 2020. Voilà, c'est ça. Mais en gros, sur le principe, est-ce que on peut pas faire un parallèle entre Helltaker et Tetris Connected? Tetris Connected, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc la dernière version de Tetris sortie sur les consoles de salon. Qui est un peu pour spécificité d'avoir une musique très très mise en avant aussi, et qui va accompagner en fait plus ou moins le rythme de défilement des tétraminos qui tombent pour faire des lignes. Et en fait ça va s'accélérer en fonction de la musique et tout va être un peu géré ça. Non, il n'y a pas de rapport avec ça. Pas du tout, parce que quelle que soit l'action qui se passe à l'écran, vous allez retrouver toujours la même musique qui va continuer, hein. Donc on n'a pas du tout. Okay. Ça, je vous dis, c'est vraiment comme si le jeu. Allez, je fais un freeware, pourtant qui est assez sympa, hein, attention, hein, je dis pas que c'est un mauvais jeu. Mais je fais un freeware avec une base très classique. Et puis derrière, par contre, c'est surtout pour regarder, j'ai une super OST quand même. Et c'est ça qui est assez drôle. Et c'est ça qui est assez drôle. Et donc par contre, c'est un pari qui a été validé, hein, puisque comme je vous ai dit, il a été reconnu et par le bouche à oreille seulement. Il est remonté jusqu'aux oreilles de Valve, qui a dit tiens, c'est vrai que ce jeu-là qui est gratuit, mais en fait, il se vend beaucoup.
Et en fait, on regardait, ce qui se vendait, c'était l'OST. Ouais, c'est étonnant. C'est Mm. étonnant. Ben, on écoute tout de suite et ce sera donc la fin pour nous cette semaine sur le podcast du temps perdu. On se retrouve très très vite pour de nouveaux épisodes. À bientôt. À bientôt!